Donc je vais commencer par m'éluper. Là-dedans, il y a un PDF. Quelle est la dimension du fichier, la taille du fichier? 162 mégas. Ça a l'air d'être bien précis, bien détaillé, plein de pixels. Le PSD, 267 mégas. Alors, est-ce que le PDF est un PDF tout simple ou est-ce que quand on l'ouvre dans Photoshop, on retrouve tous les calques, on arrive à modifier? Est-ce que les données Photoshop sont incorporées au PDF ou pas? J'ai un doute vu la taille. Ça me paraît fort gros pour un PDF tout simple qui n'intègre pas les calques Photoshop. Ça dépend comment ça a été enregistré. Bon, peu importe ici. On va de toute façon s'intéresser au PSD. Alors, les REF, il s'agit de fichiers JPEG qui ont été téléchargés du web, apparemment, et qui seront utilisés dans le travail Photoshop. Donc, chaque travail ici parle d'un problème dans le monde. Donc là, vous avez déjà, à mon avis, une petite idée du sujet abordé dans le travail PSD. Bon, ben vous ouvrez le PSD. Photoshop devrait se lancer. Voilà, c'est ouvert dans Photoshop. Alors, je suis sur un Mac, vous êtes sur des PC. Moi, je vais devoir enfoncer la touche F pour que l'image soit entourée de gris et que je ne vois plus à l'arrière-plan l'explorateur de fichiers du Mac. Vous êtes sur un PC, vous n'avez besoin de rien faire normalement. Donc touche F. Par contre, ici on démarre, barre d'espacement sur le clavier. Si vous l'enfoncez, c'est le raccourci de la main, vous enfoncez le bouton gauche à la souris, vous bougez l'image sur l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Vous confirmez. Alt, roulette, en avant, en arrière, c'est le zoom. Tout ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez aussi ces lignes bleues en dehors du travail? D'accord, ce sont des repères qui ont été mis par l'artiste qui a créé le travail. On va aller dans le menu affichage et on va aller désactiver extra. Allez-y, affichage extra. Et voilà. Alors au niveau droit d'auteur, le travail mixte média, c'est particulier. On va parfois chercher des œuvres d'art, des choses existantes qu'on ne fait pas soi-même. Il faut éviter d'aller chercher des œuvres d'artistes récentes qui ne sont pas dans le domaine public et qui valorisent beaucoup le travail. C'est ça la question à se poser. Est-ce que l'œuvre que je vais aller chercher là sur le web, est-ce que ça valorise énormément mon travail ou est-ce que c'est juste une partie de ce qui est montré? Vous allez avoir une formation droit d'auteur qui va aller plus loin dans ce qui est droit d'auteur. Vous apprendrez qu'il y a notamment dans l'enseignement le fair use. On peut utiliser des choses qui sont copyrightées dans une certaine mesure. Dans le mixed media, depuis très longtemps, avant que ce soit numérique, les collages photos, on utilisait déjà beaucoup des publicités qui venaient de magazines et il y avait forcément déjà un problème de droit d'auteur, mais c'est de l'art, donc il y a de la marge, il y a de la tolérance. En cas de doute, quand vous faites un travail de toute façon plus tard commercial, quand vous serez sorti de la formation, si vous avez un doute, vous faites appel à un conseil spécialisé en droit d'auteur qui va blinder l'utilisation de ce qui n'est pas tout à fait copyrighté. Bien. Donc c'est précis. Visiblement, c'est précis. À mon avis, ceci, c'est déjà un petit problème de droit d'auteur parce que en soi, ça a demandé pas mal de travail à l'artiste qui a fait ça. Donc, c'est pas toujours nickel, inattaquable au niveau droit d'auteur, mais bon. Pourtant, dans les consignes, c'était précisé qu'il ne fallait pas utiliser d'œuvres d'artistes. Pour les photos, des photos qui sont sur le web et vous n'avez pas nécessairement les droits d'auteur, ça peut passer. Mais dès qu'il y a eu beaucoup de travail de la part d'un artiste sur quelque chose, il vaut mieux pas l'intégrer dans le mixed média. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous êtes au courant déjà, comme ça.
Au niveau précision d'image, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Et là, vous voyez que c'est une image précise, 5000 pixels sur 6500, donc ce qui fait un peu plus que 30 000 pixels. Combien? 32 500? C'est possible. 32 500 pixels dans cette image, c'est possible. Il suffit de multiplier 5000 fois 6500 et oui. Vous avez la précision. Le minimum qui était demandé, non, le chiffre que j'ai donné ne doit pas être bon. J'ai fait le calcul là rapidement de tête, mais ça ne doit pas être bon. 35 000 à mon avis, non? C'est ça? 32 500, c'était bon? Ok. Donc, ce qui était demandé pour le travail parmi les consignes, c'était minimum 5000 pixels en hauteur et en largeur. Alors, bien sûr, il faut un ordinateur puissant pour arriver à faire ça. De préférence une tour, pas un portable. Il y a des portables puissants, c'est pas ça, mais généralement c'est plus cher et moins puissant que les tours. Et il faut une bonne carte graphique, c'est logique. D'autant plus que ça, c'est le nombre de pixels qui apparaît quand on regarde l'image. Mais on a énormément d'éléments qui se superposent. Donc en réalité, si on compte chaque pixel de chaque calque et qu'on fait l'addition, on a plus que ça. Alors voilà, donc 5000 pixels sur 6500, c'est précis. Ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là j'ai décoché rééchantillonnage, donc la définition de l'image reste la même. Je ne modifie pas, j'augmente pas, je diminue pas le nombre de pixels dans l'image. Ça, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans l'image. Il est décoché. Et là, vous pouvez voir que, quelle que soit la résolution que j'inscris, la résolution, c'est une notion qui n'est importante que quand on imprime, peu importe. La seule mesure que Photoshop comprend, c'est le pixel. Ça reste le même, ça ne change rien pour le travail dans Photoshop. Ça change juste pour l'impression. Là, je vous renvoie à ma super vidéo « Ne soyez plus un dinosaure de l'infographie » sur YouTube. Pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que ça demande beaucoup plus d'explications que ça pour bien comprendre ce qu'est la résolution. Ok. Là, elle est en 600 pixels par pouce maintenant. Au lieu de 72, c'était quand j'y suis allé. Il n'y a rien qui a changé en fait. Dans Photoshop, ça ne change rien. Alors, la palette des calques. Donc, il est possible que chez vous, elle soit comme ça sur le côté, en bas. Vous allez prendre le nom calque ici. Vous cliquez, glissez, c'est-à-dire vous enfoncez la souris, vous gardez enfoncé, vous bougez la souris. Vous enfoncez le bouton, la souris, pas la souris. Hein. On n'est pas là pour faire du mal aux petites bestioles. Et alors, vous allez pouvoir la placer en haut et agrandir. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque de premier abord? C'est très bien rangé et nommé. Ce n'est pas toujours comme ça. Vous allez voir les autres travaux, c'est parfois plus improvisé et fouillis. Il n'y avait pas de choses imposées au niveau de la manière de régler les calques, de présenter les choses. Donc, les auteurs de travaux qui ont fait une palette de calques fouillis n'ont pas été pénalisés pour ça. Mais je remarque qu'ici, il y a plein de groupes avec des calques dedans, certainement. Parfait. Alors, on va analyser les choses en partant du bas. Donc ici, dans la palette des calques, je vais enfoncer la touche Alt sur le clavier et cliquer sur l'œil du fond bleu. Donc il n'y a plus que le fond bleu qui est affiché. Alt-clic sur l'œil. Si on fait à nouveau Alt-clic, ça réaffiche ce qui était affiché juste avant. C'est une bascule, c'est intéressant. Ça fonctionne comme ça dans Illustrator, dans InDesign aussi. Si on ne veut afficher qu'un calque. Ensuite, progressivement, je vais réafficher le reste. Je commence par terre ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va aller voir. On va cliquer sur le triangle. On a la terre avec un masque de fusion. Alors là, c'est quand même assez particulier. Le masque de fusion ne sert à rien en fait. Un masque de fusion, là où c'est noir,
Donc le masque de fusion, c'est ça. Masque d'écrêtage, on appelle ça aussi. Ça s'ajoute au calque. Vous remarquez qu'il y a quelque chose de bizarre là. Là où c'est noir, ça masque les pixels qui sont là à gauche sur le calque. Sauf que autour de la Terre, c'est de la transparence, donc ça masque de la transparence. Donc il est probable que si je fais majuscule clic, oui, alors je comprends pourquoi il est là le masque. C'est pour nettoyer le bord en fait. Sauf que dans un travail mixte média, la qualité des sélections, exceptionnellement, n'a pas une importance énorme. Donc ce n'était pas vraiment nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a certainement... Alors, c'est quoi ça? Des pixels. Oui, ça c'est de la bidouille interne. Je ne sais pas trop à quoi ça sert ce calque qui n'était pas affiché, celui-là. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Alors, j'affiche la suite. Cheminée fine. Ah oui, on a beaucoup joué dans ce travail, en effet, sur les symétries sur l'axe horizontal. Il y a des choses qui sont renversées. Là aussi, un masque qui ne sert qu'à travailler visiblement le bord. On va vérifier. Si on désactive le masque avec la touche Shift, la touche majuscule, oui. Bon, c'était pas vraiment nécessaire. C'est une méthode particulière de travail. Grosse cheminée, c'est le calque suivant. Donc vous voyez que là, je fais Alt roulette et barre d'espacement pour rapidement voyager dans l'image. Même principe. À mon avis, ça va être tout le temps le même principe qui va être appliqué. Ouais. Très particulier comme manière de travailler. On a chaque fois la même chose. Vous la connaissez cette vague? Ça s'appelle comment? C'est japonais. C'est déjà ça. Voilà. Ça c'est le titre de l'œuvre. Et l'artiste, il est ici. Mais maintenant que vous le voyez, ça doit vous dire quelque chose. Hein. Donc c'est dans le domaine public, parce que ça date d'il y a longtemps. L'œuvre est tombée dans le domaine public après la mort de l'auteur, après un certain temps. Ça veut dire qu'on a le droit de l'utiliser sans payer de droit d'auteur. Elle est fort utilisée, bien sûr, et parodiée de toutes les manières possibles et imaginables. Bon, je vais juste rapidement aller voir. Oui, c'est chaque fois la même chose, donc je vais rapidement cliquer, glisser devant les yeux, parce qu'il n'y a rien d'intéressant finalement à regarder. C'est quasiment toujours... Ah oui, pour les lettres, les caractères, ils sont chacun sur un calque dans le groupe du dessus. Et ce sont des extraits de magazines, visiblement, mais en numérique. C'est fait en numérique. Oui, vous verrez plus tard, quand on sera dans la création du travail mixte média, qu'il est possible de démarrer d'une photo ou d'un scan d'une œuvre analogique qui a été faite sur papier, des collages. On démarre de ça et on l'augmente dans Photoshop. Ou alors, on peut aussi démarrer dans Photoshop, à un certain moment imprimer le travail, intervenir dessus, avec des cordelettes, du papier collant, plein de choses, des tâches, refotographier ça, le récupérer dans Photoshop. Donc on fait sortir temporairement le travail de l'ordinateur pour intervenir dessus. Ou alors vous faites même les deux. Vous démarrez d'un travail analogique que vous photographiez, vous l'augmentez dans Photoshop, vous l'imprimez à un certain moment, vous l'augmentez dans la vraie vie avec des choses analogiques, vous refotographiez, vous le récupérez dans Photoshop. Donc c'est très souple, il y a des techniques pour obtenir vraiment l'expressivité et la complexité recherchée, il y a des techniques qui existent.
Alors, je vais fermer l'image ici. Fichier fermé ou commande W sur le Mac, CTRL W sur le PC. Je ne vais pas enregistrer les modifications que j'ai faites. On n'a pas vraiment fait de modification, mais c'est peut-être juste l'affichage des yeux qu'on a changé un peu importe. Et alors, on va passer au travail suivant, Pétrer. Alors, on a les images sources. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du PSD à certains endroits. Oui, en fait, les versions... les images sont en deux versions, apparemment. Parfois. Et donc là, il est probable, avant même d'ouvrir le travail, qu'il y ait dans le travail de l'importation. Plutôt que du déplacement de pixels d'une image vers le poster dans Photoshop en jouant avec deux images, on a peut-être uniquement le poster qui était ouvert dans Photoshop et on a été chercher, importer des fichiers qui étaient sur le disque dur. Je ne sais pas, on va voir. Alors on va ouvrir la version Photoshop, allez-y. Ici sur le Mac, touche F, barre d'espacement, roulette. Alors là, c'est quand même un style différent. On est davantage dans des couleurs moins saturées, même si l'image est de type RVB, elle est de type RVB, je vérifie. Image mode, oui, il est bien indiqué RVB, donc techniquement, l'image aurait pu contenir des couleurs acidulées, mais visiblement, l'auteur s'est limité à des couleurs de la gamme des magazines, de ce qu'on trouve sur le papier, donc c'est assez limité. Alors ceci vous ne faites pas, mais j'ai juste tapé Chromaticity Diagram avec l'accent français. Donc c'est un schéma que vous avez certainement déjà vu dans des magazines qui vous montre, qui symbolise en fait toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Bien sûr, ce qu'on voit sur l'écran là, c'est pas toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. Aucun écran n'est capable d'afficher toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. Pour des raisons que j'ai pas le temps de vous expliquer, mais il y a des démonstrations techniques qui l'expliquent. Mais en tout cas, ça permet de comparer des performances d'appareils. Et alors, je vais peut-être aller vers celui-ci, vite fait, voilà. Vous avez différentes normes RVB, Color Match. Adobe RVB, Adobe RVB et SRVB sont les plus connus. SRVB, c'est une norme de fabrication d'appareils bas de gamme, des moniteurs, des scanners, des moniteurs pour faire du secrétariat, donc pas pour faire du graphisme. Les moniteurs qui sont Adobe RGB, voire même plus performants encore que l'Adobe RGB, c'est pour les graphistes. Donc ça, vous apprenez peut-être maintenant qu'il existe des moniteurs pour graphistes et des moniteurs pour faire du secrétariat. Et là, vous voyez clairement que par rapport à la totalité des couleurs visibles par l'œil humain, qui est symbolisée par cette espèce de fer à cheval, un moniteur aux normes Adobe RGB est plus performant. On est d'accord? Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on voit dans les magazines photos pour comparer des performances entre plusieurs moniteurs au niveau de l'affichage des couleurs. En réalité, c'est une coupe dans un volume tridimensionnel, mais peu importe. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici le standard Web Offset Printing. Web qui veut dire bobine, alimentation par bobine, rien à voir avec Internet. En tout cas, c'est les papiers journaux. Et on voit que, point de vue saturation des couleurs, c'est assez bien limité. Vous en avez même qui sont encore plus limités que ça. Ici, vous avez, désolé pour la qualité, mais ici, vous avez les performances d'impression sur un papier journal de très mauvaise qualité. Par rapport aux couleurs vues par l'œil humain, c'est très peu. Et donc, voilà, c'est ça que je disais. Ici, l'artiste s'est limité aux couleurs telles qu'on les retrouve dans les magazines principalement. Pourquoi pas? Alors, comment est-ce que c'est organisé dans la palette des calques? Ben déjà, je vois que il y a des images importées. Par exemple, ceci est une image importée parce que j'ai le signe ici, l'icône des objets dynamiques. Ça, c'est typique quand on va chercher au départ de Photoshop, au départ du travail, là, on va chercher une image en faisant fichier importer et incorporer. Donc, une copie du fichier est placé dans le travail Photoshop. Typiquement,
on obtient un objet dynamique. Et alors, il y a l'autre manière d'importer, c'est importer et lier dans le menu fichier, où là, la présence du fichier est nécessaire pour que le travail de Photoshop fonctionne, parce qu'en permanence, Photoshop va regarder ce qu'il arrive au fichier, est-ce qu'il est modifié ou pas. Et donc, vous allez avoir, en cas de fichier manquant, ce qu'on a ici, c'est censé être là derrière une petite chaîne liée. Il y a un lien entre le fichier Photoshop et des petits fichiers sur le disque dur. Mais c'est cassé. On ne trouve pas où est le fichier. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, voyons un peu ceci, oui, c'est trouver le calque qui contient le mot crime, là. On va travailler sur, pas celui-là, excusez-moi, non, justement, c'est pas un fichier lié. Voilà, on va essayer de trouver ceci, la plaque respect. Vous la voyez ? Vous avez aussi un problème de lien, vous avez aussi le panneau, le triangle jaune, oui ? Ok. Donc, il est possible, en double-cliquant notamment ici sur la partie image de la vignette, d'aller indiquer sur le disque dur où se trouve le fichier. Et puis pour chaque calque, il faudra faire ça, il faudra chercher le nom du fichier. Mais on va d'un coup, ici, tenter que tous les calques se mettent à jour, que Photoshop là, retrouve les fichiers. Pourquoi est-ce qu'il ne les trouve pas ? Parce qu'on a transféré le travail d'un ordinateur à l'autre. Sur l'ordinateur d'où ça vient, le lien était bien fait, mais là on a transféré et il faut refaire le lien. Alors, menu calque en haut de l'écran, objet dynamique, mettre à jour tout le contenu modifié. On va tenter ça. Et là, est-ce qu'on voit disparaître les petits triangles progressivement au fur et à mesure que ça travaille ? Oui. On a des chaînes à la place, donc ça va, tout est bon. Parce que là, on ne savait rien faire dans le travail. On n'aurait pas pu modifier la position, la rotation des éléments. Si le fichier lié, il ne sait pas où il est, il ne le fera pas. Parfait. Ça a fonctionné chez vous aussi ? Bon, vous avez compris que ça traite du racisme, évidemment. Alors, je vais m'intéresser à un fichier qui s'appelle Barbed Wire. Tout un programme. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va enregistrer le document. Alors, vous pouvez faire fichier enregistrer sous. Attendez, avant de faire ça, on va juste modifier éventuellement la position et la dimension du Barbed Wire. Vous le voyez, vous l'avez activé. Vous allez faire édition, transformation manuelle, ou sur le PC, vous faites CTRL-T, ou sur le Mac, commande T. À partir de là, on a un cadre qui apparaît. Quand on bouge comme ça, oui, la qualité pour l'instant est dégradée, mais dès qu'on va valider, ça va revenir avec une bonne qualité. Quand on bouge, voilà, oui, on arrive à positionner. Il faut parfois zoomer en arrière, Alt roulette, pour pouvoir faire sortir là où on veut. On va pouvoir agrandir en prenant une poignée du coin, et avec la touche Alt, ça va rester centré. Si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous agrandissez, ça reste centré. Ça, c'est pratique. On va pouvoir tourner si on positionne sans enfoncer la touche Alt. Maintenant, le pointeur en dehors, on peut tourner. Et donc, on peut positionner. Tout ça n'était pas possible si le fichier lié était cassé, introuvable. Voilà, vous allez pouvoir valider avec le petit V là au-dessus, notamment. Et la qualité est revenue, vous voyez ? Parfait. Donc, on a fait une modification dans le travail. On va enregistrer sous. Et on va l'enregistrer au même endroit dans le dossier. Mais cette fois-ci, on va indiquer -RUT01.
retoucher, voilà, j'ai retouché. J'aurais pu indiquer mode, modifier. On indique ce qu'on veut en fait tant qu'on s'y retrouve. Par contre, j'ai bien indiqué à la fin le 01 parce que régulièrement, quand vous faites un travail, il faut enregistrer sous un nom différent. Comme ça, si vous faites une grosse gaffe, technique ou artistique, il vous restera les versions d'avant. Bien sûr, à un certain moment, ça va remplir le disque dur. Les versions d'avant, à un certain moment, on peut aussi s'en débarrasser ou se débarrasser d'une partie d'entre elles. Mais c'est vraiment un conseil d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, raison pour laquelle dès maintenant, dès le premier enregistrement, j'ai indiqué que c'est 01. Voilà, il y a un message qui apparaît, maximiser la compatibilité, j'ai cliqué sur OK. Alors, le fichier, je vais le fermer. Fichier fermé, CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. Et dans le dossier ici des images sources, je dois certainement retrouver toutes les images PSD qui sont utilisées, voire même les PNG peut-être ou les JPEG, qui sont utilisées par le travail Photoshop, qui sont nécessaires. Quand on a fait la mise à jour tout à l'heure, Photoshop est allé voir à côté du fichier qui était ouvert s'il trouvait les images utilisées par le fichier. Et il les a trouvées. C'est merveilleux. Alors, quel est le fichier utilisé par... Vous vous souvenez que j'avais dit que je m'intéressais au fil barbelé. Quel est celui qui a utilisé, le PSD ou le PNG? Je ne sais pas. Bon, je vais ouvrir le PSD ici. Voilà, touche F sur le Mac. Pas besoin sur le PC nécessairement. C'était pour passer plein écran. Voyons un peu ce qu'on a dans la palette des calques ici. Donc là, vous comprenez qu'en fait, le travail Photoshop global avait une certaine complexité. Il y avait plein de calques. Mais, vu que ce sont des fichiers importés, le travail était moins complexe qu'il n'aurait pu être. Je veux dire parce qu'il y a une partie des calques qui sont dans les fichiers importés. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Alors, on a un effet, visiblement, de quoi? Si je l'affiche en mode normal au lieu de fondu, ce calque du dessus qui est activé, je vais peut-être un peu mieux voir de quoi il s'agit. Voilà. Si je casse l'écrêtage avec la touche Alt, sans enfoncer la souris, j'enfonce la touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes quand j'ai cette icône-là. Sans bouger la souris, je fais juste cliquer en ayant Alt enfoncé. J'ai cassé l'écrêtage. Voilà, c'est des nuages. Donc, vous voyez comment ça a été construit. À nouveau, Alt et cliquer. Ça fait en sorte que les nuages ne soient visibles qu'à l'endroit où il y a des pixels en dessous. Il y a de la transparence et il y a des pixels. Donc ça, c'est un système assez avancé qui évite de devoir jouer avec des sélections, avec des masques de fusion. C'est l'écrêtage. Mais de plus en plus, ceux qui ont suivi les formations Photoshop connaissent ce système-là. Ça commence à être de plus en plus utilisé. Et donc, le mode de fusion, ici, était en fondu. Vous voyez ce que ça fait comme effet. Et il y a d'autres modes qui étaient possibles. On peut les tester en passant comme ça en revue. Allez, je vais remettre fondu, pourquoi pas. Bien. J'active le calque 1. Oui, il est souligné là. Son nom est souligné pour indiquer qu'il est la base de l'écrêtage. C'est juste ça. Si on casse, il n'est plus souligné. Si on remet, il est souligné. Donc je disais, je travaille là-dessus. Bien sûr, on peut modifier la couleur directement avec image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation, on va faire une modification destructive. Les pixels vont réellement changer sur le calque. Allez-y, essayez. Menu image, réglage, teinte, saturation, bougez le curseur teinte et éventuellement curseur saturation si vous voulez. Et voilà, vous avez modifié de manière permanente les pixels. C'est du travail destructif, on appelle ça dans Photoshop. Difficile de revenir en arrière. Bien sûr, là tout de suite, oui, on pourrait annuler, mais je veux dire, si vous fermez le fichier et que vous le réouvrez, difficile de revenir en arrière, c'est du destructif. Et de plus en plus dans Photoshop, on dit qu'il vaut mieux travailler en non destructif. Donc, nous allons annuler ça.
CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac, c'est menu édition annulé. Et au lieu de le faire de manière destructive, on va le faire de manière non destructive. La même chose, mais de manière non destructive. Donc, le calque est activé. Une manière de faire, c'est d'ajouter un calque de réglage. Vous pouvez aller là-dessus, dans le bas de la palette des calques, pendant que ceci est activé. Et vous choisissez teinte saturation. Donc, teinte saturation. Et alors, on a un calque de réglage teinte saturation qui est également écrété. On double-clique éventuellement sur la partie gauche pour faire apparaître le panneau propriété. Voilà, il est là. On modifie la couleur et c'est du non destructif, c'est-à-dire que comme on le voit en dessous, ça reste bien rouge. Par contre, le calque du dessus modifie l'aspect. Voilà. On pourrait même y aller très fort, modifier les trois curseurs, même faire complètement blanc. Voilà. On a perdu plein de détails qui se trouvent en dessous, en fait. Certainement. Eh bien non, ils sont toujours là, en fait. Le calque d'en dessous n'est jamais modifié, c'est ça l'idée. Voilà. Parfait. Alors, il y a une autre méthode. Vous la connaissez sans doute. Peut-être. On va tester ça. C'est récent dans Photoshop. Là, je vais prendre la vignette du calque de réglage teinte saturation et la mettre à la corbeille du bas de la palette des calques. Si je transforme cet objet, ce calque, en un objet dynamique, donc l'objet dynamique, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on obtient quand on fait fichier importer et incorporer. Mais on peut aussi manuellement dans Photoshop demander que ce soit un objet dynamique. Tout filtre ou réglage mis sur cet objet dynamique devrait apparaître également. Alors on y va, on positionne le pointeur à droite du nom du calque, on fait un clic droit sur la souris et on demande convertir en objet dynamique. À partir de là, si on veut modifier les pixels, il va falloir entrer dans l'objet dynamique. Parce que l'objet dynamique, c'est un calque conteneur. Donc déjà, il faut le savoir. Si je prends maintenant, dans la palette des outils, le pinceau, un outil modificateur de pixels, ben oui, les pinceaux, c'est un outil modificateur de pixels. Quand je dessine au pinceau à un endroit d'image, ça remplace les pixels existants. Si je clique n'importe où, déjà j'ai un panneau de sens interdit. Si je clique, Photoshop indique « Vous devez pixeliser cet objet dynamique ». C'est-à-dire qu'il faut le retransformer en quelque chose qui n'est pas un objet dynamique. Mais ne faites pas ça. Il ne faut surtout pas penser que si vous dites ça, c'est qu'il faut le faire. Il faut comprendre que les objets dynamiques, c'est génial. Ça a été une révolution. C'est apparu avec la version CS4 de Photoshop. C'est aussi révolutionnaire que l'apparition des calques dans Photoshop. À la troisième version de Photoshop, en 1994, les calques sont apparus. Révolution. Mais ça, les objets dynamiques, qui sont apparus plus récemment, il y a une dizaine d'années, c'est encore plus révolutionnaire. Donc, le message de Adobe là, vous devez pixeliser l'objet dynamique, c'est débile. Vous allez passer à côté de tout le bénéfice des objets dynamiques. Mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Dès qu'on utilise un outil modificateur de pixels et qu'on essaie de modifier directement un objet dynamique sans rentrer à l'intérieur, voilà ce qui se passe. Ça, c'est la petite parenthèse. Je change d'outil. Maintenant, j'aimerais voir ce qui se passe si, sur cet objet dynamique, je mets image, réglage, teinte, saturation. Le réglage destructif de tout à l'heure. Image, réglage, teinte, saturation. Je modifie. OK. Vous voyez ce qu'on a ? Le réglage teinte saturation destructif s'est appliqué de manière non destructive sur l'objet dynamique. C'est-à-dire je peux complètement le désactiver ou je peux modifier le réglage en double-cliquant sur le nom du réglage. Ça se réouvre et je modifie. Ou je peux également empêcher que le réglage agisse à certains endroits en dessinant dans le masque du filtre.
Donc, on a vu 3 manières de modifier la couleur de cet objet, de ce barbelé. On a vu la manière destructive, image, réglage, teinte, saturation. On a vu qu'on peut aussi faire de manière non destructive en allant chercher un calque de réglage de type teinte, saturation. Et là, vous voyez une méthode plus récente qui marche quand on applique un réglage destructif sur un objet dynamique. Le réglage se met de manière non destructive en réalité, là en bas, en tant qu'une espèce de filtre dynamique. Alors, vous allez activer le masque des filtres dynamiques. Enfin, il n'y en a qu'un seul pour l'instant, teinte saturation, qui n'est pas vraiment un filtre en fait. Hein. C'est un réglage couleur. Et vous allez activer le pinceau. Ce pinceau-là. Vous allez cliquer sur les cases de réinitialisation des échantillons couleurs, ici. Alors oui, j'ai passé la palette des outils en 2 colonnes, c'est plus pratique. Vous l'avez peut-être encore en 1 colonne. Moi, je la fais passer en 2 colonnes. Vous allez cliquer sur la double flèche ici pour faire passer dans la case de premier plan le noir. D'accord? Donc ça, voilà. Et alors, vous devriez voir la brush. Si vous ne la voyez pas, si vous avez une croix à la place, c'est parce que verrouillage majuscule, la touche Caps Lock est enclenchée sur votre clavier, vous la désenclenchez et vous allez voir la brush, sa dimension. On va modifier la dimension de la brush et sa dureté. Vous allez enfoncer CTRL et ALT sur le clavier, vous gardez enfoncé. Vous êtes sur un PC, vous allez jouer avec le bouton droit de la souris. Toujours avec CTRL ALT enfoncé, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Vous bougez de haut en bas, c'est la dureté. Donc je récapépète, CTRL ALT sont enfoncés sur le clavier. Avec le bouton droit du PC, vous faites bouger de gauche à droite pour la dimension et de haut en bas pour la dureté, le flou de la brush. Et sur le Mac, ce sera avec le bouton gauche. Il faut le savoir. Et là, vous allez pouvoir dessiner en noir dans le masque qui est actuellement encadré pour indiquer qu'on travaille sur lui. Vous dessinez en noir pour empêcher que, à certains endroits, le réglage n'agisse. Voilà, comme ça vous découvrez un peu comment fonctionne Photoshop. On a amené des taches de noir flou dans le masque. Avec la touche X sur le clavier, ça va inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Oups. Je vais bouger la palette des outils, ce sera mieux. Voilà, touche X. Tout simplement. C'est comme si je cliquais sur la double flèche. Et là, je ramène du blanc dans le masque. Et le réglage agit là où j'amène du blanc. Voilà, touche X, je ramène du noir. Voilà, je peux jouer comme ça et essayer d'avoir un effet intéressant. Voilà. Alors, je vais faire fichier enregistré. Oui, si j'avais voulu garder la version non modifiée, il aurait fallu que je fasse une copie sur le disque dur du fichier avant. Mais là, c'est pas très grave. Donc, fichier enregistré, fichier fermé. Et je vais voir ce qui se passe quand j'ouvre le travail Photoshop. S'il utilisait réellement le fichier Photoshop, ça va se voir tout de suite que la modification, il va aller chercher le fichier du barbed wire. Très intéressant cette manière de faire, parce que les fichiers liés, ça permet de faire... Ah, il a disparu. On va voir ce qui se passe. Les fichiers liés, ça permet de faire des travaux complexes avec un ordinateur qui est parfois un peu lent, parce que ça empêche d'avoir beaucoup de calques en fait. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mon barbed wire? Où est-il? Ah oui, il faut que je fasse la mise à jour à nouveau.
Attendez un peu. Non, j'ai ouvert le mauvais. Ah, idiot. C'est celui-là que j'avais enregistré tout à l'heure qu'il fallait ouvrir, la version RUT 01, évidemment. Abruti. Je peux le dire à moi. Quand c'est les collègues ou les étudiants, je peux même pas le penser. De toute façon, c'est impossible. C'est impossible. Ok, la mise à jour ne s'est pas faite. Ah, je vais forcer la mise à jour à se faire. Tiens, tiens. Allez, menu calque. Objet dynamique. Et mettre à jour tout le contenu modifié. Eh oui, au passage, vous voyez que cet item de menu n'a pas de raccourci clavier. Par le menu édition raccourci clavier, on pourrait lui en mettre un. Si je dois souvent aller activer cette fonction, je peux ajouter un raccourci clavier par l'édition de raccourci clavier dans menu édition raccourci clavier. Voilà, c'est bon, c'est fait. La mise à jour est faite. C'est bien le fichier que j'ai modifié avec les parties verdâtres dans mon cas. Et vous, vous devriez voir ce que vous aviez aussi. Parfait. Alors, si vous pensez que c'est un peu fouillis, vous pouvez tenter d'éclaircir ce qui se trouve autour du barbed-wire, éventuellement, comme ceci. Vous allez pouvoir, en ayant le calque activé, chercher des effets spéciaux, FX, notamment peut-être une lueur externe. Donc contrairement à tout à l'heure, quand on a mis le calque de réglage, c'est pas cette icône-là, c'est celle-là que j'ai utilisée, FX, ce qui correspond à menu calque en haut de l'écran, style de calque. Lueur externe, c'est pas mal. Voyons ce qui se passe au niveau de la lueur externe. Est-ce que je peux modifier la taille, changer éventuellement le mode fusion en normal. Voilà, vous voyez. Ça peut aider pour qu'un élément ressorte, d'éclaircir. Donc je vous rappelle ici dans lueur externe, j'ai modifié le mode de fusion, je suis passé à normal. Il y a aussi l'opacité à modifier. Il y a le grossi, la taille. Voilà. Il y a d'autres choses qui pourraient être ajoutées. L'ombre portée pourrait être ajoutée. D'autres choses, c'est à tester. C'est juste une suggestion, c'est juste une manière, une chose qui peut être faite. Je ne dis pas qu'il faut faire ça systématiquement, mais ça peut aider à faire ressortir un élément. Oui, il y avait aussi possibilité de mettre un contour, éventuellement. Un contour et... Voilà, ça peut aider aussi. Je vous laisse tester. C'est fort empirique en fait ceci. C'est assez empirique, c'est-à-dire que c'est beaucoup des essais et erreurs. Ok. Ok. Voilà quelques petits exemples d'effets spéciaux qui peuvent servir. Bien, mais de toute façon, le travail ici a un côté fouillis qui est voulu. Donc quand il sera affiché sur un mur imprimé en haute précision, le plaisir, ça va être aussi de s'approcher et d'aller voir le détail. C'est ça aussi l'idée. C'est pas le genre d'image publicitaire qui, en 3 secondes, doit être visible, même de loin, doit être compréhensible. C'est pas pour vendre de la mayonnaise dans un abribus. C'est plus artistique, ceci. Ok, je vais éventuellement enregistrer le travail
en changeant cette fois-ci. Donc j'ai fait fichier enregistré sous, je peux éventuellement indiquer que c'est la version 2, etc. Et donc si à un certain moment je juge que j'ai fait des erreurs, j'aurai les versions précédentes.